Alors bonjour Patrick Bacot, tu es le directeur du conservatoire et tu nous avais très chaleureusement accueillis lors de notre débat dont le sujet était quel bien commun est la culture. Alors je voudrais m'entretenir avec toi au sujet des publics et en particulier peut-être déjouer nos préjugés puisqu'on dit qu'il y a parfois qu'un conservatoire, alors le mot conservateur, conserver, etc., ça fait un peu vieillot, donc on reproche souvent au conservatoire d'être classique, d'être fermé, d'être élitiste, de préparer de futurs professionnels, enfin bref, des tas de choses. J'aimerais bien aimer que tu me parles de ça, s'il te plaît. Alors c'est vrai que cet aspect des choses est un peu au cœur du projet qu'on essaye de défendre ici. C'est très difficile de lutter contre les préjugés, mais il faut reconnaître que pendant de nombreuses années, et une époque assez ancienne, les conservatoires était le lieu dans lequel une certaine partie de la population, plutôt aisée, venait recevoir une éducation musicale parce que ça faisait partie de la formation de l'honnête homme, qu'on était surtout sur des répertoires de musique dite classique, qu'on s'adressait surtout à des gens qui avaient effectivement une envie éventuellement de devenir professionnels. Mais il suffit aujourd'hui de pousser les portes d'un établissement comme le nôtre pour voir rapidement que tous ces préjugés volent en éclats. Nous avons 1600 élèves actuellement, nous en touchons à peu près 10 000 chaque année au travers d'actions éducatives qui ne sont pas du tout faites pour que les gens deviennent des professionnels. Nous proposons du jazz, des musiques électroniques, de la musique ancienne, de la chanson. La moyenne d'âge, enfin on a des enfants qui arrivent ici à 5 ans et j'ai des personnes de plus de 70 ans qui sont élèves. Donc voilà, les préjugés ont la vie dure, mais vraiment, aujourd'hui, dans un conservatoire comme le nôtre, l'ouverture est le mot d'ordre. Est-ce que les inscriptions sont gratuites? Alors, non, il y a des frais d'inscription et des frais de scolarité, mais qui sont calculés sur le quotient familial. Une attention toute particulière est faite pour que justement les problèmes financiers ne soient pas un frein à l'accession à un enseignement artistique de qualité. Et il y a des gens aujourd'hui qui fréquentent l'établissement pour 30 à 40 euros par an. Quand on sait l'ensemble des ressources, tant humaines que matérielles, qu'on met à leur disposition, c'est une somme qui n'est pas très importante. Oui, j'imagine que les gens viennent pas spontanément pousser les portes du conservatoire. Peut-être allez-vous en chercher, peut-être allez-vous auprès d'eux. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en œuvre. Je crois que il n'y a pas une seule solution. Déjà, comme dans toutes les organisations et comme dans toutes les formations, c'est vrai que l'environnement familial peut jouer un rôle. Je ne parle pas de l'environnement familial au sens de la catégorie socio-professionnelle, mais le fait d'avoir quelqu'un de sa famille qui soit déjà musicien ou danseur ou comédien, puisque nous proposons les trois disciplines, est un facteur qui va naturellement faciliter la transmission. Quand on n'a jamais fait de peinture, on n'a pas forcément le réflexe d'aller s'inscrire dans une école de dessin ou une école des beaux-arts, alors que si quelqu'un de sa famille y a fait une formation, ça semble naturel. Il y a d'autre part un enjeu très important qui est celui de l'information, que les gens sachent que ça existe, que c'est possible, et que les conditions pour y avoir droit, accès, sont vraiment simples. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous développons, et ça va s'amplifier à la rentrée prochaine, tout un dispositif permettant à notamment tous les enfants scolarisés en classe de cours préparatoires, puisque c'est un âge intéressant, c'est l'entrée à l'école primaire, c'est le moment aussi où on essaye de chercher d'autres activités, autant sportives qu'artistiques. Et il nous semble important que tous les enfants d'une même tranche d'âge, et en tout cas leur famille, soient égales face à l'information que délivre la ville vis-à-vis de l'offre existante. Et notre ambition, c'est que demain, au bout de quelques années de ce travail, plus aucune famille ne puisse ignorer l'ensemble des dispositifs mis à la disposition de leurs enfants pour leur proposer une formation dans le domaine de la musique, de la voix, de la danse ou du théâtre. Voilà. C'est une ambition énorme. Je crois que vous avez d'autres dispositifs aussi, par exemple les pianos dans la ville, comme on les voit. Alors c'est toujours l'exemple qu'on cite à la gare Saint-Lazare.
Oui, en fait, l'idée, c'est de se dire que la musique doit accompagner la vie quotidienne. Euh, Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui sait jouer d'un instrument. Bah, c'est rare qu'on rencontre des personnes qui seraient incapables de citer un oncle, une tante, un frère, une sœur qui ne sache pas chanter un peu ou qui n'ait pas eu une petite expérience musicale. Parfois même, on ne le sait pas d'ailleurs. Mais notre idée, elle va un petit peu plus loin. En gros, on se dit que la musique doit faire partie de la vie de tous les jours et qu'elle peut en faire partie sans un gros investissement. Je pense par exemple, et je reviendrai au piano tout à l'heure, à la chorale éphémère. La chorale éphémère, un dispositif qui permet une fois par trimestre à des gens qui aiment chanter, voire qui n'ont jamais chanté, d'être intégrés dans un projet qui a pour finalité de donner un concert encadré par des gens qui ont un peu l'habitude et aussi par la force du groupe. Il est clair que ça ne remplace pas une formation musicale. Il faut 10 ans pour former un bon musicien. Donc il est clair que participer pendant 3 semaines à un projet de la chorale éphémère ne fait pas de vous le musicien que vous seriez à l'issue de 10 ans de cursus. Néanmoins, ça vous permet d'avoir vécu une expérience souvent inoubliable, d'avoir côtoyé des musiciens, d'avoir fréquenté les locaux du conservatoire et de vous être produit dans des conditions qui ressemblent à celles qui sont le quotidien des musiciens. Alors pour revenir au piano, il y a toujours un décalage important. C'est un chiffre qui est compliqué à avoir, mais j'imagine qu'il y a des milliers de pianos au Havre. Dans les maisons, dans les appartements, beaucoup de gens ont un piano. Alors parfois c'est un héritage ou c'est parce que voilà on l'avait lorsqu'on était jeune, on l'a gardé quand on a déménagé. Et c'est une forme de pratique qui est très privée. Hein, le piano, il ne sort pas de chez soi. Donc l'idée, c'est de se dire comment permettre à des gens qui savent pianoter, de temps en temps, de faire profiter les autres de leurs compétences. Et donc, un des moyens, ce n'est pas le seul, consiste à installer progressivement dans l'espace public des pianos qui n'attendent que ça et qui peuvent remplir plusieurs fonctions, soit effectivement permettre à ceux qui savent déjà en jouer de montrer ce qu'ils savent faire, et c'est valorisant à la fois pour eux puis pour l'espace à l'intérieur duquel ils sont mis à disposition. Ça peut permettre aussi à des gens qui n'avaient jamais vu de près un piano de s'approcher, de tapoter avec un doigt et de voir le son que ça produit, de regarder éventuellement en soulevant le couvercle comment ça fonctionne. Et puis une troisième chose très importante, c'est que le piano est un instrument intéressant parce qu'on peut quasiment tout faire et jouer toutes les musiques avec le piano. Donc si par exemple on est violoniste et qu'on a envie de jouer un morceau devant un petit public, il suffit de trouver quelqu'un qui sait un peu jouer de piano. On n'a pas la contrainte du transport de piano. On va à l'endroit où le piano se trouve. Exemple, récemment, puisqu'il y a les pianos que nous avons installés, mais il y a également d'autres pianos. Je pense par exemple à l'association Les Yeux d'Elsa qui a un piano à queue qui partage la même rue que nous. Et bien de temps en temps, on y envoie des flûtistes par exemple qui vont jouer de leur répertoire qui est valorisé par quelqu'un qui se met au piano parce que le piano est là et autant en profiter. Voilà, un exemple parmi d'autres. Alors où sont-ils ces pianos? Alors pour le moment, nous avons un piano qui est au centre commercial Grand Cap à Montgaillard. On en a un qui est à la bibliothèque Léopold Sédar Senghor, un autre qui attend les pianistes à la Fabrique, place Danton, un qui est à la maison du Bocage de Bléville. Et puis, il m'en manque un, ça va me revenir tout à l'heure, il y en a un cinquième, je ne sais plus où on l'a mis, mais ça va peut-être me revenir tout à l'heure, voilà. Oui, 5, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Alors, je crois aussi que la spécificité de notre conservatoire, c'est que tu organises des concerts avec les élèves, avec les profs. Comment tu fais ça? Alors au départ, il y a une idée, c'est que notre projet de formation attache beaucoup d'importance à la mise en situation. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je considère que pour qu'une formation soit réussie, il faut qu'elle débouche sur quelque chose qui a un lien avec la formation. Si vous apprenez à parler anglais en sachant que vous ne mettrez jamais les pieds en Angleterre et que vous ne lirez jamais un livre dans la langue, vous allez et même si vous êtes assidu, vous allez très rapidement oublier tout ce que vous avez appris. Donc l'idée c'est, je forme un trompettiste, et pour le former, il faut que je mette à sa disposition un professeur de trompette compétent qui saura transmettre les savoir-faire
disons, incontournable d'un trompettiste. Mais il faut aussi que je mette ce trompettiste, qu'il soit jeune ou adulte, dans les conditions qui sont celles de la vie normale. C'est-à-dire, un trompettiste, ben, ça peut jouer dans un orchestre d'harmonie, ça peut jouer dans un orchestre symphonique, ça peut faire une fanfare de rue, ça peut jouer dans une église avec un organiste, ça peut faire ça peut faire un groupe de jazz. Et donc l'idée, c'est que pendant son passage au conservatoire, l'élève ait eu l'occasion de goûter à toutes ces expériences, qu'elles débouchent toutes sur une mise en situation qui ressemble à ce que serait dans la vraie vie sa situation, pour que lorsqu'il nous quittera, parce qu'à un moment donné les élèves quittent le conservatoire pour faire la place à des nouveaux, on lui ait donné suffisamment d'autonomie pour que ce qu'il ait appris chez nous serve à lui-même d'abord, puis ensuite à la collectivité. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit, voilà, j'ai fait 10 ans de conservatoire, mais maintenant ça y est, j'ai arrêté, et donc je ne fais plus de musique. Justement, ça pose une question. Autrefois, on disait qu'au conservatoire, on apprenait peut-être la musique, mais pas le plaisir de la musique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a deux choses dans cette phrase. Il y a d'une part le fait que je crois que rien ne peut réellement s'apprendre sans plaisir. On parlait de la formation et de ces... on va dire, tous ceux qui se sont un peu branchés sur les sciences de l'éducation savent que pour apprendre, pour retenir, pour mettre en pratique, il y a un certain nombre de règles basiques que parfois on oublie, hein, mais à avoir en tête. Premièrement, que le plaisir fait partie de l'acte de transmission. On n'a jamais appris à des gens à faire quelque chose durablement sous la contrainte. La deuxième, c'est qu'ils sentent quel est l'objectif final et qu'il y ait de temps en temps une petite carotte. Voilà, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc je pense qu'il faut trouver le juste équilibre, car en revanche, et à l'inverse, on ne peut pas non plus faire croire aux gens qu'on va acquérir une maîtrise, une technique dans quelque discipline que ce soit d'ailleurs, sans un minimum de travail et d'effort. Et donc c'est vrai que c'est une des contraintes actuelles parce que on va dire la société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ou 30 ans. On est dans un environnement numérique qui permet de donner l'illusion assez rapidement, vous pouvez maintenant sur un petit logiciel composer votre musique. Donc effectivement, de là à dire qu'en 30 minutes on est devenu compositeur, il n'y a qu'un pas que certains d'ailleurs franchissent allègrement. Donc je crois qu'il faut prendre un peu de recul et savoir faire la différence entre les compétences qu'on peut acquérir très rapidement au moyen des nouvelles technologies et celles qui nécessitent un ancrage, et qui nécessite du temps et également un entraînement personnel régulier. Et on essaye au sein du conservatoire de convaincre les gens que plus ce travail sera régulier, tout en y mettant du plaisir autour, plus justement ce temps qu'il passe sera productif. Parce qu'au même titre que je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a fait 10 ans d'études et qui arrête. Si on calculait le nombre d'heures qu'il a passé derrière son instrument, heures pendant lesquelles il aurait pu faire bien d'autres choses, on se fait un peu peur. Donc voilà, il faut que toutes les heures utilisées soient à bon escient. Et si effectivement on fait un travail intelligent, régulier, ça a de toute façon des conséquences sur plein d'autres choses et pas simplement le but musical qu'on voulait atteindre. Oui, merci. Est-ce que au conservatoire, il y a aussi, de même qu'il y a des cours d'histoire de l'art, par exemple, à l'école d'art, est-ce qu'au conservatoire, il y a aussi des cours d'histoire de la musique? Je pense en particulier à toute l'ignorance qu'on peut avoir à propos de la musique contemporaine. Alors, il y a aujourd'hui des cours, on appelle ça de culture musicale. Il y a également des cours de culture chorégraphique. Alors, leur caractéristique est, effectivement, là vous mettez le doigt sur une des petites faiblesses de notre politique d'information, car ces cours sont pensés au départ pour les élèves qui sont déjà en cursus, qui à un moment donné, pour valider un cursus, doivent suivre un module de culture chorégraphique ou de culture musicale. Mais nous avons pris la décision à partir de la rentrée de septembre de communiquer largement sur le fait que ces cours acceptaient des auditeurs libres, c'est-à-dire des gens qui viennent simplement 1 heure et demie écouter un cours sur un sujet précis, sans qu'ils soient d'ailleurs élèves du conservatoire, parce qu'en fait, on a demandé aux enseignants qui en sont responsables que ces cours soient faits dans un langage qui permette justement à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de vocabulaire technique de pouvoir comprendre ce dont il s'agit.
On aurait pu faire un autre choix, mais c'est celui qu'on a fait. Et on a notamment un cycle de culture du jazz qui va s'ouvrir également en septembre. Alors là, ça sera à peu près toutes les 3 semaines, avec à chaque fois une thématique particulière annoncée à l'avance, qui permettra à la fois, au travers d'écoute et également d'explication du professeur, de se forger une petite culture personnelle. Ah oui, c'est bien. Et alors, la fête de la musique, vous allez participer? Puis ce sera ma dernière question. Alors la fête de la musique est toujours un jour très symbolique. Pour nous, on y participe de 2 manières. La première, je dirais assez traditionnelle, un certain nombre de groupes du conservatoire vont se produire dans certains endroits d'ailleurs qui sont devenus un peu récurrents, parce qu'il y a toujours des problèmes de logistique. Nous, on a beaucoup de gros orchestres et on ne peut pas donc aller n'importe où. Donc on a plein de plateaux. On a un plateau spécial jazz qui sera sur la place Perret. On a une programmation tout l'après-midi, c'est un mercredi cette année, le 21 juin, tout le mercredi au forum de l'Hôtel de Ville, plus pas mal de groupes qui vont aller se promener dans la ville et faire des petites aubades impromptues. Mais je disais qu'il y avait deux axes. Le deuxième, c'est que le conservatoire joue un rôle important dans l'organisation d'une manifestation qui s'appelle Le Havre se met sur son 21 et qui consiste désormais à ce que chaque changement de saison, 21 mars, 21 septembre, 21 décembre et 21 juin, un certain nombre de concerts soient organisés dans la ville. Alors contrairement à la fête de la musique où schématiquement on va dire que ça commence à 18h pour se terminer tard dans la nuit, avec beaucoup de musique amplifiée et plutôt resserrée au centre-ville sur des scènes mises en place pour l'occasion. La journée, nous allons nous aller dans plein d'endroits qui sont des endroits assez insolites, des hôpitaux, des salons de coiffure, des cantines d'entreprise, le commissariat de police pour en citer quelques-uns. C'est-à-dire qu'en fait on va aller là où les gens sont. On ne va pas dire aux gens venez à 18h à tel endroit, il se passe ça, en espérant qu'ils viennent. On va dans certains cas aller là où ils sont sans qu'ils aient été au préalable prévenus. Vous pouvez très bien le 21 juin dans la journée monter dans le tram et voir un groupe de musiciens ou aller effectivement vous faire coiffer et voir un clarinettiste débouler. Voilà. Et donc l'idée, le Havre se met sur son 21, c'est l'idée de rapprocher à la fois ceux qui font de la musique toute l'année et de leur donner 4 rendez-vous dans l'année où ils peuvent montrer ce qu'ils savent faire. Et puis de l'autre côté, que des gens qui possèdent un lieu, des commerçants, des espaces publics aussi, se disent ce jour-là, ça serait sympa qu'il y ait un peu de musique dans le lieu dont je m'occupe, parce que ça rapproche les gens qui toute l'année travaillent pour monter des programmes musicaux, et puis ceux qui pensent que la musique a une capacité à fédérer, à créer du lien social, à rassembler les gens. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle le plan musique au Havre? Tout à fait. Alors le plan musique, en fait, on pourrait dire que schématiquement, comme beaucoup de plans, c'est une série de mesures qui se déploient dans le temps et qui sont destinées à faciliter l'expression musicale des Havrais. Ce plan se décline autour de 4 verbes. J'apprends. Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux pour que les gens aient plus de facilité pour apprendre? J'ai dit tout à l'heure, une des choses, c'est de mieux les informer déjà. Je pratique. Là, on s'adresse plutôt à ceux qui jouent déjà. Comment je sais jouer du sax, mais en fait, j'ai peu d'occasion de pratiquer parce que je connais personne, parce que j'ai pas d'orchestre, parce que j'ai pas de salle de répétition, etc., etc. Donc, comment on peut, développer ça? J'écoute. Donc, quels sont ceux qui ne vont jamais au concert? Pourquoi n'y vont-ils pas? Est-ce que c'est la forme même du concert, son horaire, sa durée qui les gêne? Essayons d'autres durées, d'autres horaires. Est-ce que le fait d'aller manger à la cantine à midi et de voir un groupe de musique celtique jouer pendant que vous faites ça, c'est un groupe que vous ne seriez peut-être jamais aller écouter en concert, mais c'est lui qui est venu à vous. Et puis je crée, parce que la création doit être un élément essentiel de tout plan de développement artistique. On a la chance en musique d'avoir un patrimoine très très riche, mais il faut continuer à le développer. Donc l'ensemble de ces mesures, dont certaines ne sont pas encore connues, puisque c'est un plan qui fonctionne toujours, donc si demain quelqu'un a une idée géniale, on l'étudie avec bienveillance. Ce plan a besoin d'un marqueur, d'une sorte de rituel qui permet de rappeler ce qui a déjà été fait et ce qui va être mis en place. Et ce rituel, c'est le Havre se met sur son 21. Donc à chaque mini-fête de la musique désormais, on annonce des nouveautés. Le 21 juin sont annoncés à la fois le programme de développement pour les cours préparatoires que j'ai évoqué en tout début de cette interview. Et puis, les Havrais vont découvrir
le musibus qui a été habillé par un graphiste, qui est donc, je le rappelle, un bus équipé pour pouvoir y donner des concerts devant 30 personnes, qui a vocation à se balader dans la ville, dans les quartiers, pour amener la musique là où elle ne va pas forcément. Eh ben, merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, faire venir les publics et aller vers les publics, c'est quelque chose de passionnant, on va dire. Passionnant et de nécessaire parce que, vous savez, il y a des cycles. Moi, je suis dans ce métier depuis un certain nombre d'années et parfois on fait beaucoup de choses pour amener les artistes sur le lieu où sont les gens. Puis parfois on fait beaucoup de choses pour que les gens viennent dans les lieux où ça se passe. Je pense qu'il faut les deux. Dire que par exemple la solution pour que les gens éloignent à Montgaillard, le prof de violon à Socance, le prof de trompette, etc., c'est bien sur le papier, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une activité qui nécessite des moyens logistiques. Il faut des salles équipées, il faut des salles avec des pianos, il faut des salles d'une certaine taille. Et donc je crois qu'il faut les deux. Il faut à la fois que nous ayons des activités qui aillent vers les gens, mais qu'en retour, les gens sachent que pour vraiment voir de près comment ça se passe, il faut ensuite aller dans les lieux qui ont été construits et penser pour cela. Voilà. Et c'est l'équilibre entre les deux qu'il faut essayer de trouver. Merci beaucoup.